Ma grand-mère m'a glissé une enveloppe sous la table, entre le gratin dauphinois et la corbeille de pain. Personne ne l'a remarqué. Ni ma mère, occupée à arbitrer une dispute entre ma tante et mon oncle à propos des vacances de Noël. Ni mon père, qui essayait de convaincre mon petit frère d'arrêter de donner des morceaux de viande aux chiens sous la table. Ni mon mari, Julien, qui aidait mon grand-père à rapporter les plats dans la cuisine. Toute la famille était bruyante, vivante, absorbée par sa propre énergie, comme le sont souvent les familles françaises un dimanche lorsque le repas est copieux et que les avis fusent encore plus que les plats. Et au milieu de tout ce tumulte, ma grand-mère s'est penchée vers moi et a pressé dans ma paume une enveloppe épaisse sous la nappe. Ses doigts tremblaient. Les doigts de Madeleine Laurent ne tremblaient jamais. Cette femme avait élevé 4 enfants pratiquement seule pendant que mon grand-père enchaînait les horaires de nuit au chantier naval de Saint-Nazaire. Elle m'avait tenu la main lorsque j'avais dû recevoir des points de suture à 8 ans sans scier une seule seconde. Elle avait enterré son plus jeune fils. Elle avait survécu à un AVC en 2017 et était retournée s'occuper de son potager moins de 2 mois plus tard. Ses mains étaient les plus stables que j'ai jamais connues. En 32 ans de vie, je ne les avais jamais vues trembler. « N'ouvre pas ça ici », murmura-t-elle. Sa voix était basse, à peine audible à travers le brouhaha de la table. En dessous des plaintes de ma tante contre les retards de train. En dessous du bruit des couverts et des rires de mes nièces qui se poursuivaient dans le salon. En dessous de ce chaos chaleureux et familier d'un déjeuner dominical dans la maison des Laurent, à Nantes. « Mamie, qu'est-ce que... » ?»« Rentre chez toi. Prépare un sac. » Elle se pencha davantage. Elle sentait la lavande, l'extrait de vanille qu'elle appliquait sur ses poignets à la place d'un parfum, et l'eau de rose qu'elle utilisait tous les soirs depuis des décennies. Mais sous ces odeurs familières se cachait quelque chose que je n'avais jamais perçu chez elle. La peur. Pas l'inquiétude discrète d'une femme âgée. Quelque chose de plus froid, de plus tranchant. Une peur qui s'installe dans le corps avant de toucher l'esprit. « Il surveille la maison », dit-elle. « Tu as 24 heures. Peut-être moins. » Puis elle se redressa, prit son verre de thé glacé et en but une gorgée comme si rien ne s'était passé. Elle regarda mon grand-père et lança. « André, raconte donc à Luc l'histoire de la pêche avec le pélican. » Toute la table éclata de rire. Mon grand-père se lança dans son récit. Le déjeuner continua. Et moi, je restais assise avec cette enveloppe sur les genoux et les paroles de ma grand-mère gravées dans chacune de mes pensées. Il surveille la maison. Tu as 24 heures. Je l'observais. Elle souriait à mon grand-père, douce et sereine, fidèle à elle-même. Madeleine Laurent, 77 ans, ancienne institutrice à la retraite qui cultivait des tomates, envoyait les cartes d'anniversaire 3 jours à l'avance et préparait la meilleure tarte aux pêches de Loire-Atlantique. Mais lorsque son regard croisa le mien une seule seconde, j'y vis quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Ce n'était ni de la tristesse ni de l'inquiétude. C'était quelque chose de plus ancien. Quelque chose qui semblait avoir été enfermé derrière une vitre pendant très longtemps avant de finalement se fissurer. Elle était terrifiée. Je glissai l'enveloppe dans la poche de mon gilet. Je terminai mon dessert. J'embrassai ma grand-mère, serrai mon grand-père dans mes bras, récupérai ma fille Sophia qui s'était endormie dans la salle de jeu avec ses cousins, puis quittai la maison avec Julien. Le trajet entre Nantes et Rezé ne dure normalement qu'une vingtaine de minutes. Ce soir-là, il me sembla durer 2 heures. « Tu es silencieuse, » dit Julien. Il conduisait d'une main, détendu comme un homme qui ignorait totalement ce qui se trouvait plié dans la poche de mon gilet. « Je suis fatigué. »« Non. Tu as décroché dès que ta grand-mère s'est penchée vers toi. »« Je l'ai vu. » Il me lança un regard. « Qu'est-ce qu'elle t'a donné ?» J'avais épousé un homme observateur. La plupart du temps, j'aimais cela. Je te le dirai à la maison. Dis-le-moi maintenant. À la maison, Julien. S'il te plaît. Il me regarda un long moment. Puis il observa Sophia dans le rétroviseur. 4 ans. Endormie profondément. La bouche légèrement ouverte. Son lapin en peluche serré contre elle. D'accord, dit-il finalement. À la maison.
Nous sommes arrivés devant notre pavillon à 19h12. J'ai porté Sophia jusqu'à sa chambre et je suis resté quelques secondes à la regarder respirer. 4 ans. 14 kilos. Tout mon univers contenu dans une petite personne qui me tenait encore la main sur les parkings. Elle avait les cils de Julien, mon caractère obstiné et un rire capable de réparer n'importe quelle mauvaise journée. Quoi qu'il y ait dans cette enveloppe, quoi que ma grand-mère craigne, cette petite fille était la raison pour laquelle je devais comprendre toute la vérité. Je suis redescendue. Julien m'attendait à la table de la cuisine. 2 verres d'eau. La lumière allumée. Assis comme il le faisait lorsqu'il sentait qu'une conversation importante allait commencer. Calme. Patient. Présent. Montre-moi. Je m'assis en face de lui. J'ouvris l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite de 7 pages, une petite clé en laiton de coffre bancaire, une clé USB noire sans étiquette et une carte de visite. Au nom de Agent spécial Diane Corbin. Direction générale de la sécurité intérieure. Je pris la lettre. Julien se pencha. Je commençai à lire à voix haute. Après tout, quoi que ce soit, nous étions déjà impliqués tous les deux. Nora. Si tu lis ceci, c'est que je n'ai plus le temps de te raconter en personne ce que j'aurais dû te révéler depuis des années. Je suis désolée. Profondément désolée. Mais les excuses ne sont plus suffisantes. Ce qui compte désormais, c'est que tu comprennes ce qui se passe et que tu agisses vite. En 1972, j'avais 26 ans. Je travaillais comme comptable dans une entreprise textile du centre de Nantes. Le propriétaire, Salvatore Mancini, m'avait embauché par l'intermédiaire d'une agence d'intérim. J'étais doué avec les chiffres. J'avais besoin de travailler. Je ne posais pas beaucoup de questions. Au bout de 8 mois, j'ai compris que les comptes ne correspondaient pas à ceux d'une entreprise légitime. Les flux financiers n'avaient aucun sens. Peu à peu, j'ai réalisé ce que j'étais réellement en train d'enregistrer. Avant même que je décide quoi faire de cette découverte, 2 agents des services de renseignement sont venus m'aborder sur le parking où je rejoignais ma voiture chaque soir. Ils surveillaient l'entreprise depuis plus d'1 an. Ils savaient ce que j'avais vu. Ils m'ont laissé un choix. Coopérer. Ou être considéré comme complice. J'ai coopéré. Et j'ai continué à coopérer pendant 11 ans. Je m'arrêtais. Je regardais Julien. Son visage demeurait parfaitement immobile. Ta grand-mère. Oui. Elle travaillait comme informatrice pour l'État? Je hochai la tête. Continue, dit-il. Je repris ma lecture. De 1972 à 1983, j'ai travaillé comme source confidentielle. Mon contact principal était un agent nommé Robert Delma. Je suis resté comptable dans plusieurs sociétés liées au réseau Mancini et j'ai transmis tout ce que je voyais et entendais. J'étais invisible comme le sont souvent les femmes dans les bureaux. Personne ne se méfie de celle qui tient les comptes. Personne ne baisse la voix quand la comptable traverse une pièce. En 1983, l'opération a pris fin. Salvatore Mancini et 19 membres de son organisation ont été arrêtés pour fraude, extorsion, blanchiment d'argent et corruption. Le réseau a été démantelé. On m'a promis que mon identité resterait secrète à jamais. Pendant 43 ans, cette promesse a été tenue. Le mois dernier, elle a cessé de l'être. Je tournais la page. Mes mains n'étaient plus stables. Carla Mancini-Ruiz, la fille de Salvatore Mancini, cherche depuis des années à identifier la personne qui a renseigné les autorités. Une demande d'accès à certains documents administratifs a permis la divulgation partielle d'archives de l'enquête. L'un des documents mentionne une comptable comme source principale. Carla Mancini-Ruiz a 61 ans. Elle n'est pas violente. Mais elle possède de l'argent. Et l'argent permet d'engager des personnes qui le sont. Robert Delma m'a appelé il y a 10 jours. Quelqu'un posait des questions. Un détective privé lié à Carla avait été aperçu à Nantes. Mon nom avait probablement refait surface. Il m'a conseillé de partir immédiatement. J'ai demandé quelques jours de plus.
Je devais écrire cette lettre. Nora, la clé ouvre un coffre bancaire contenant suffisamment d'argent pour assurer votre sécurité à toi, Julien et Sophia jusqu'à ce que cette affaire soit réglée. La clé USB contient les copies numériques de tous les rapports rédigés à mon sujet. Si quelque chose m'arrive, ces fichiers prouvent tout. La carte de visite appartient à l'agente Diane Corbin. Elle connaît déjà la situation. Appelle-la ce soir. Prépare un sac. Pars avec Julien et Sophia. Ne préviens pas encore ta mère. Je m'occupe de ta mère. Toi, occupe-toi de ta famille. Je n'ai plus peur pour moi. Cela fait longtemps que je n'ai plus peur pour moi-même. J'ai peur pour toi. Pour cette petite fille qui dort à l'étage. Pour tous ceux qui riaient autour de la table aujourd'hui sans rien savoir. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, chaque copie corrigée, chaque jardin entretenu, chaque journée ordinaire bâtie autour de ce secret, je l'ai fait pour protéger cette famille. Et cela m'a toujours suffi. Tu as 24 heures. Pars maintenant. Avec tout mon amour. Mamie Madeleine. Je posai la lettre. La cuisine était silencieuse. Le réfrigérateur bourdonnait. À l'étage, Sophia bougea légèrement dans son sommeil. Les bruits paisibles d'une maison qui ignorait totalement ce qui venait d'entrer dans sa vie. Julien prit la lettre. La relut. Puis attrapa la carte. Appelle-la. Il était presque 20 heures. Je composai le numéro. Une seule sonnerie. Corbin. Agent Corbin? Je m'appelle Nora Laurent. Madeleine Laurent est ma grand-mère. Un silence. Puis. Madame Laurent, j'attendais votre appel. Robert Delma m'a informé de la situation. Combien votre grand-mère vous a-t-elle révélé? Tout. Alors écoutez-moi attentivement. Elle a raison. Vous disposez d'environ 24 heures. Nous pensons que la surveillance est déjà active autour de son domicile et probablement autour du vôtre. Je regardais Julien. Il était déjà debout. Que devons-nous faire? Restez chez vous cette nuit. Gardez vos habitudes. Demain à 6h30, une équipe viendra vous chercher. Vous, votre mari et votre fille serez transférés dans un lieu sécurisé. Votre grand-mère sera déplacée séparément. Combien de temps? Jusqu'à ce que la menace soit neutralisée. Elle marqua une pause. Votre grand-mère a fait preuve d'un courage exceptionnel en 1972. Peu de gens auraient accepté ce qu'elle a accepté. Nous ne l'avons pas oublié. Je ne savais pas quoi répondre. C'est une institutrice, soufflai-je finalement. Oui, répondit l'agente Corbin. Et elle a aussi sauvé beaucoup de vies. J'appelai ma grand-mère immédiatement après. Elle décrocha avant même la fin de la première sonnerie. Tu l'as ouverte? Oui. Alors tu sais. Dis-moi le reste. Un long silence suivit. Un silence lourd. Celui d'une personne qui dépose enfin un fardeau porté pendant plus longtemps que je n'avais vécu. J'avais 26 ans. Je voulais simplement travailler. Puis j'ai compris ce qui se passait. Et les agents sont arrivés. Tu avais peur? Tous les jours pendant 11 ans. Puis différemment chaque jour après cela. La peur change de forme, mais elle ne disparaît jamais complètement. Je serrai le téléphone. Mamie, tu n'es pas seulement une institutrice. Si. Je suis exactement une institutrice. Une institutrice qui a gardé les yeux ouverts et la bouche fermée quand il le fallait. Rien de plus. Puis sa voix se brisa légèrement. Prends soin de Sophia. Prends soin de Julien. Nous nous reverrons bientôt. Et quand ce sera fini, j'apprendrai enfin à Sophia à faire une vraie pâte à tarte. Je t'aime. Moi aussi, ma chérie. Maintenant cesse de pleurer et va préparer ton sac. Nous sommes partis le lendemain à 6h34 dans 2 SUV noirs. Sophia, encore à moitié endormie, demanda. On part à l'aventure? Oui, ma puce. Une petite aventure. Mamie Madeleine vient aussi? Elle nous rejoindra.
Tant mieux. Elle doit encore m'apprendre ses tours de cartes. 39 heures après notre arrivée dans une maison sécurisée à la campagne, les autorités ont lancé leur opération. Ma grand-mère est arrivée le premier après-midi. Avec un petit sac de voyage. Et une boîte de biscuits au beurre qu'elle préparait chaque année pour les fêtes. Elle est entrée, a pris Sophia dans ses bras comme si c'était un dimanche ordinaire. C'est une aventure, mamie? La meilleure des aventures, ma chérie. Celle qui se termine bien. Elle leva les yeux vers moi. Ses mains ne tremblaient plus. La peur était encore présente quelque part. Mais elle était accompagnée d'autre chose. Du soulagement. Un soulagement profond. Le soulagement d'une femme qui venait enfin de déposer un poids porté pendant 43 ans. 9 mois ont passé. Nous sommes en juillet. Sophia joue dans le jardin sous l'arroseur. Julien prépare un barbecue. Ma grand-mère est assise dans le fauteuil que nous lui avons offert pour la fête des mères. Elle écosse des petits pois en racontant à Sophia une histoire de pélican. Les complices de Carla Mancini ont été arrêtés. Carla a été condamnée pour association de malfaiteurs et entrave à la justice. Les documents contenus sur la clé USB, combinés à l'enquête en cours, ont constitué un dossier irréfutable. Elle a accepté une peine négociée. 15 ans. Elle aura plus de 75 ans lorsqu'elle sortira. Ma grand-mère en a 77 aujourd'hui. Elle est assise dans mon jardin à écosser des petits pois. Toujours la même. L'institutrice. La femme qui cultivait des tomates. Qui préparait des biscuits. Qui corrigeait des copies. Et qui semblait n'avoir jamais été rien de plus que ce qu'elle paraissait être. Sauf qu'elle l'était. Sous chaque mardi ordinaire. Sous chaque rentrée scolaire. Sous chaque déjeuner familial. Il y avait aussi une autre femme. Une femme qui s'est retrouvée dans une situation qu'elle n'avait pas choisie et qui a pourtant choisi de faire ce qui était juste. Une femme qui a porté ce secret pendant 43 ans sans se plaindre, sans reconnaissance, sans que personne ne le sache. Quand j'avais 10 ans et que je me plaignais parce que personne n'avait remarqué que j'avais rangé ma chambre, ma grand-mère m'avait dit. Le travail le plus important est souvent celui que personne ne voit. Je n'avais pas compris à l'époque. Aujourd'hui, je comprends parfaitement. Et je crois qu'elle avait raison.